lui ayant parlé de la confusion créée à Paris par l'approche des Alliés, tout découragement pour ne pas dire plus, de la classe qui avait à conserver de bonnes dispositions de l'ardeur du peuple, qui ne demandait qu'à combattre et auquel on réjouissait des armes. Je disais que le départ de l'impératrice surtout avait causé le plus mauvais effet. Je citais comme circonstance bien singulière l'instinct du roi de Rome qui, contre son habitude, se refusait obstinément à quitter le palais, pleurant et se retenant au meuble dont il fallut l'arracher. J'ajoutai que le bruit était universel parmi nous, que l'impératrice avait voulu demeurer et que les conseils allaient seconder ses désirs lorsqu'il fut exhibé. Un autre précis de lui. Napoléon peut qu'elle quitta Paris en cas de danger éminent de la part de l'ennemi. Oui, sans doute a repris l'empereur, il l'avait bien fallu. L'impératrice était bien jeune et sans nulle expérience des affaires. Si elle eût été capable de décisions personnelles, j'eusse donné une ordre tout contraire. Paris alors eût été son poste, mais je devinais les intrigues dont elle serait l'objet et je voulais empêcher à Paris ce qui est arrivé. Plus tard, Orléans, là-dessus qui réveillons la régence et quand ayant gouverné sous elle, l'ont empêché de venir roi. Et Dieu sait ce que cela a produit. Plus au ciel, qui j'eusse pareillement donné a-t-on l'ordre de le faire sortir d'Orléans. Il est sûr que le moment des Fontainebleau accumula sur Napoléon et presque en un instant toutes les peines morales dont il est possible d'être affligé ici-bas, vaincu par les défections, non par les armes. Il eut approuvé tout ce qui peut indigner un grand homme ou briser une bonne cœur. Ses compagnons l'abandonneront, ses serviteurs le trahiront. L'un livra son armée, l'autre son trésor. Ceux qui l'avaient élevé, maintenu, comblé, feront ceux qui l'habiteront. Ce Sénat qui l'avait tant loué, ce Sénat qui l'avait en cœur, lui fournissait à profusion des conscrits pour combattre les ennemis. N'hésite pas le lendemain de se faire le vil instrument de ces mêmes ennemis. Et sous l'imposition de leur baïonnette irréproche, impute à crime ce qui fut son propre ouvrage. Il brise lâchement lui-même l'idole qu'il lui-même a créée, et qu'il a si longtemps, si sévèrement encensé. Quel excès de honte, quelle noble dégradation! Enfin, et ce dernier coup doit être le plus sensible à Napoléon, sa femme et son fils sont détournés de lui. On s'empare et en dépit des traités des lois en opposition à toute morale, il ne le reverra plus. Il paraît qu'au milieu des temps démons, enterré d'une aussi idiote nature, Napoléon, dans l'excès de mépris des hommes et des choses, ou le désir de quitter la vie, il existe une lettre de sa main à l'impératrice dans laquelle il dit qu'en ce moment on doit s'attendre à tout, que tout est possible, même la mort de l'empereur. Allusion sans doute au mystérieux événement de la nuit de 12 à 13 avril qui se serait passé dans les secrets intérieurs du palais et dont le manuscrit de 1814 expose la conjecture laquelle, si elle se trouvait une réalité, ne laisserait pas au plus féroce ennemi de Napoléon même la satisfaction du sot et banal adage si fort en usage dans le temps qu'il n'avait pas eu le courage de mourir. Et quoi? Il serait donc vrai, d'après le manuscrit, qu'au contraire, il ne l'aurait pas pu. Et cette circonstance merveilleuse ne serait pas le moins étonnante de son extraordinaire carrière, circonstance du reste qu'ennoblerait jusqu'au sublime cette belle parole lorsque son rêve inattendu
Dieu ne le veut pas. Et cette noble et comme résignation qui succéda de cet instant, on connaît le touchant et fameux adieu de Napoléon et ses soldats, son dernier embrassement, ces aigles qui rendit immortel. Je tiens d'un diplomate prussien présent à ce spectacle qui causa sur son âme une impression qui ne s'effacera. Me disait-il qu'avec sa vie, est-il ajouté qu'il est commissaire anglais, alors son voisin, homme jusque-là, convenait-il très exagéré contre Napoléon, on avait versé des armes. Des larmes. Le respect et la vénération qu'inspirait alors Napoléon furent tels et qui, malgré l'imminence de la crise, les grands inconvénients de sa présence, personne n'osa le tourmenter peu hâter son départ. On le laissa respectueusement faire et prendre tous les arrangements qu'il voulut. Le traité d'abdication est doux. 11 avril, ce ne fut que les 29 jours après que Napoléon se mit en route. La première partie de son voyage lui montra partout un respect universel et souvent l'intérêt le plus vif et le plus tendre. Les étrangers jusque-là semblaient n'avoir nulle idée de l'esprit de la France, ni la véritable disposition du peuple à l'égard de l'empereur. Toutefois, on avait cru devoir nager par prudence se sont arrivés à Lyon vers la nuit, si même, je crois, l'on ne s'arrangeait pour qu'il n'y entra pas du tout. Et voici ce que je tiens d'un des Anglais distingués détenus si longtemps en France et qui résidait précisément à Lyon. Le général autrichien et Louis se feront un malin plaisir de se jeter déguisé dans la foule qui se pressait pour voir le passage du monarque déchu. Ils comptaient en jouir l'un et l'autre des imprécations qui supposaient devoir lui être prodiguées, mais à sa vue, il se fit le plus morne silence et une vieille femme endouée, bien tenue au-dessus du cranon, l'air égaré, le visage en feu, se précipita sur le portier de sa voiture. Les deux curieux crurent qu'elle allait éclater. « Sire, lui dit-elle, avec une espèce de solennité, que la bénédiction du ciel vous accompagne. Tâchez d'être heureux si vous est possible. On vous enlève à nous, mais nos cœurs vous suivront partout. » Le général ennemi, déconcerté, dit à son camarade: « Éloignons-nous, cette vieille folle m'importune, et tout ce peuple-ci n'est pas les sens communs. »